Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. La Voix du barreau. Vos droits à la portée de tous avec des avocats, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Et oui, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le premier lundi du mois. Il est 13h, donc c'est votre rendez-vous devenu incontournable au service du droit pour que vous connaissiez toutes et tous quels sont vos droits et puis comment marche aussi toute l'élaboration du droit, les règles dans différents domaines. Et nous faisons cela en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry. Je salue le bâtonnier Daniel Cataldi, qui est un peu à l'origine de ce partenariat. Et bien sûr, notre collègue Benjamin Bérou, maître Benjamin Bérou, qui anime le Grand Bain de l'Écho et qui suit cette émission de près avec ses confrères avocats. Une fois par mois, donc le premier lundi, à 13h, nous recevons un avocat membre de l'Ordre des avocats des barreaux de Chambéry pour parler droit, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, nous allons parler du droit du sol, nous allons parler du permis de construire, nous allons parler d'urbanisme, un sujet qui est toujours concret, un sujet où tout le monde, un jour ou l'autre, est confronté, que ce soit pour un permis de construire, que ce soit pour une déclaration préalable. On verra peut-être quelle est la différence. Est-ce qu'il y a toujours la règle des 20 mètres carrés pour faire la séparation? Il y a certains travaux que vous faites dans votre maison, dans votre logement en façade qui nécessitent une autorisation d'urbanisme. Donc, c'est les déclarations préalables, c'est tout ça. Et on va parler du contentieux des permis de construire. Ouh là là, on va parler sans doute du tribunal administratif et de toute cette sorte de choses. Nous avons avec nous aujourd'hui maître Christophe Laurent, qui est donc avocat à Chambéry, place de la Gare à Chambéry, et qui est spécialisé en droit public. Et donc dans le droit public, il y a bien sûr le droit de l'urbanisme. Bonjour maître Christophe Laurent. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous-même? Écoutez, ça va très très bien. Toujours passionné par ces émissions qui passionnent aussi nos auditeurs, des émissions encore une fois concrètes et qui donnent des réponses à leurs interrogations. Alors le droit de l'urbanisme, c'est ce que je disais, tout le monde un jour ou l'autre y est confronté. On a toujours un permis à poser, des travaux à faire, et puis parfois ça se passe bien, puis parfois il y a du contentieux. Donc ça, les avocats, ils aiment bien quand il y a du contentieux, n'est-ce pas, cher Christophe, hein? Et puis ensuite, voilà, parce que il y a les voisins, il y a les communes aussi, hein, parce que quand on dépose un permis, on le dépose auprès de la collectivité où l'on habite. Le permis peut être traité ensuite par l'interco, ce qui est le cas, peut être instruit par l'interco, ce qui est le cas à Grand Lac. Et ensuite, il peut y avoir donc des procès entre l'autorité publique et le particulier qui a déposé le permis, qui a déposé la demande de permis. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous dire en introduction comment ça marche, depuis quand ça date ces permis, puis peut-être une hiérarchie des normes, parce qu'en fait, quand on pose un permis, on pose pas un permis n'importe comment. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, et tant mieux. Il faut qu'on se conforme à des documents d'urbanisme au niveau local. Pour nous, c'est le PLU. Alors le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, puisqu'il est géré par Grand Lac, qui doit lui-même se conformer au SCOT, au schéma de cohérence territoriale, qui doit lui-même être conforme aux lois d'aménagement et d'urbanisme et au code de l'urbanisme, etc. Est-ce que vous pouvez nous dégrossir un petit peu ça et nous expliquer un peu ça en intro? Oui, alors brièvement, simplement, sur cette hiérarchie des normes. Vous avez fait référence au schéma de cohérence territoriale qui va fixer, lui, des grandes orientations à l'échelle intercommunale. Oui. On est davantage sur des orientations au niveau du SCOT, au niveau du schéma de cohérence territoriale. Les grandes lignes, voilà, pour la vision du territoire pour les années qui suivent. Hein. Exactement, des objectifs. Des objectifs parfois chiffrés, oui. Auxquels ensuite règles ou orientations que le PLU, document d'urbanisme, qui va, lui, soit à l'échelle communale, le PLU, plan local d'urbanisme, soit à l'échelle intercommunale, plan local d'urbanisme intercommunal. Alors, je vous coupe, c'est ce qu'on appelait avant les POS, hein, les plans d'occupation du sol. Hein. Les anciens POS, oui. Les anciens POS, voilà. Les anciens POS, les plans d'occupation des sols, qui sont ensuite devenus les
plans locaux d'urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme. Ouais, tout à fait. Donc là, le plan local d'urbanisme, lui, va fixer des règles opérationnelles, ce qu'on appelle des règles opérationnelles, des règles plus strictes. Puisque il y a en fonction des zones, du zonage qui fait partie intégrante du document du plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, il va se décomposer en plusieurs éléments. On a le règlement écrit, ce qu'on appelle le règlement écrit. Donc c'est lui avec les articles, voilà, avec UD1, UD2, en fonction, là encore, des zones telles qu'elles auront été définies dans le règlement graphique, on appelle ça. Pour faire un peu une séparation entre les zones urbaines où l'on peut construire, où il y a déjà du bâti, les zones rurales avec notamment aussi les terrains agricoles à préserver pour l'usage de l'agriculture, les zones naturelles, les espaces boisés et tout, où on peut pas faire une maison en plein milieu d'une forêt ou en plein milieu d'un terrain agricole. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a trois grandes zones, les zones urbaines, les zones aménagées, mais qui sont des zones urbaines, les zones agricoles dédiées à l'activité agricole, et enfin les zones naturelles, effectivement, où là les conditions de construction sont extrêmement limitées, voire quasi nulles. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors et puis notamment pour les zones agricole, il y a les mises en place de plus en plus souvent d'une ZAP, d'une zone agricole protégée qui protège vraiment les terrains pour que nos agriculteurs puissent continuer à avoir des terrains pour leur élevage ou pour leur culture. Oui, dans les zones agricoles, vous pouvez effectivement avoir des orientations encore plus strictes, des protections plus formelles du caractère agricole de la zone. Tout à fait. Alors là, on va pas parler aujourd'hui des PLU, des règlements de PLU. Donc le PLU, le SCOT, et puis au sommet, la loi. Il y a la loi. La loi qui va, elle fixer des règles que doivent respecter impérativement les SCOT. Et également d'ailleurs les PLU aussi. D'accord, donc la loi qui ensuite, c'est le code de l'urbanisme, mais il y a aussi des dispositions dans le code civil de 1804, avec notamment les séparations, les limites séparatives et les implantations d'arbres par rapport aux limites séparatives, si mes souvenirs sont bons, c'est dans le code civil ça encore. Alors, il faut bien distinguer deux choses, et on en parlera certainement tout à l'heure, mais il faut bien distinguer les règles d'urbanisme à proprement parler, des règles du code civil que vous évoquiez à l'instant. Ces règles du code civil vont avoir bien sûr un intérêt majeur puisqu'elles peuvent être à l'origine de contentieux, mais qui n'est pas le contentieux du permis de construire à proprement parler. Oui, tout à fait, voilà. Tout à fait. On y reviendra certainement tout à l'heure. Mais restons simples. Alors, peut-être un petit peu d'histoire après, puisque, quand on construit une maison, on pose un permis. Quand on refait une façade, quand on fait une piscine, quand on fait un garage, on peut avoir besoin d'une déclaration préalable de travaux. Ça date de quand, tout ça? Alors, la loi qui a instauré sur le territoire national l'obligation de solliciter un permis de construire date de 1943. L'État français, donc... sous le régime de Vichy. Le régime de Vichy, tout à fait. En 1943. La date exacte... Ah, on va même avoir la date exacte. Tout à fait. J'ai préparé mon émission. Christophe. Cette loi... Oui. Du 15 juin 1943. Du 15 juin 1943, donc c'est une loi qui a été reprise ensuite par le gouvernement provisoire de la République française avec une ordonnance du général de Gaulle d'octobre 45. Si 27 octobre 1945. Donc avant 1943, on pouvait construire n'importe comment, où on voulait. N'importe comment, c'est pas tout à fait ça, en ce sens qu'il y avait quand même notamment dans les grandes villes, Paris par exemple, notamment, vous aviez un certain nombre de règles qui s'appliquaient, notamment en termes d'alignement. Ce sont les prémices de l'urbanisme. Voilà. Et ne pas avoir une certaine harmonie, on va dire, dans les villes. Que ce soit... Voilà. Mais ce n'est qu'à partir effectivement de 1943 que cette généralisation du permis de construire va intervenir sous l'autorité de la loi. Alors donc le permis de construire pour toutes les constructions, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient d'habitation, il faut un permis. Exactement. Après 1943. Exactement, après 1943. Dès lors qu'on a une surface habitable. D'accord. On a de la surface habitable. Et une surface supérieure à 20 mètres carrés, il me semble, puisque en dessous, c'est une déclaration préalable de travaux. Exactement. C'est toujours exact. Et il y a beaucoup dans les dossiers de demande, je me rappelle, beaucoup qui font 19,90 mètres carrés. Pour échapper. Voilà. Pour échapper au permis, parce que
procédure qui est plus lourde que la déclaration préalable. Un petit peu plus contraignante, mais plus de dossiers et puis le délai aussi qui sont plus longs. Davantage de pièces effectivement à réunir. Au niveau des délais, est-ce que les délais des instructions des permis de construire sont toujours les mêmes ou ils peuvent être plus longs ou ils sont plus longs qu'avant? Alors, il y a une règle. Et puis la subtilité, c'est ça, c'est qu'il y a une règle. Normalement, l'autorité a 3 mois pour se prononcer sur une demande d'autorisation d'urbanisme. Mais si elle demande des pièces complémentaires, eh bien, on va prolonger ce délai. Ça va lui permettre de prolonger ce délai. Donc, on peut avoir comme ça des délais qui sont un petit peu plus longs que... Alors, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais est-ce que parfois nos services instructeurs ne sont pas un peu surchargés avec toutes les demandes et on demande des pièces complémentaires comme ça fait passer un petit peu les délais et ça donne un petit peu de temps pour instruire. Vous en pensez quoi, maître Christophe Laurent? Alors, peut-être qu'effectivement, ça peut être le cas dans certaines collectivités s'il y a une surcharge de travail considérable. On peut l'imaginer, mais c'est pas ce qu'on constate. Ouais. Mais on constate par contre, et ça c'est les juridictions administratives vont parfois le sanctionner. On constate parfois la demande de production d'éléments qui ne sont pas visés par le code de l'urbanisme. Exactement. Et cette pratique n'est pas légale. Ouais. Et elle est parfois sanctionnée. À juste titre, parce que ce n'est pas légal par les juridictions administratives. On ne peut pas demander tout non plus. Voilà, il y a une liste qui est faite dans le code de l'urbanisme. Alors donc les permis, la demande de permis se fait auprès de la mairie où l'on habite, où se situe le bien, quoi, le terrain. Exactement. Et puis ensuite, ça peut être instruit, comme c'est le cas chez nous à Aix-les-Bains, et le territoire Grand Lac. Les permis sont instruits par les services de Grand Lac, mais sont signés au bout du compte par le maire. Ils sont toujours signés par le maire. Sont signés par le maire. On a le même principe de fonctionnement sur le territoire de Grand Chambéry, tout à fait. Qui est une intercommunalité avec un plan local d'urbanisme intercommunal, comme vous avez ici sur le territoire de Grand Lac. D'accord. Est-ce que le nombre de permis de construire est en augmentation ou ça stagne par rapport aux possibilités de conduire? Alors, on a connu en 2024 une baisse drastique. Je n'aurai pas les chiffres exacts parce que je n'ai pas. Mais on a connu en 2024 une baisse drastique du nombre de permis de construire et donc du nombre de nouveaux projets. Les entrepreneurs, les constructeurs ont été soumis à rude épreuve durant cette période. Avec la hausse des matériaux, avec exactement un nombre de programmes immobiliers aussi des événements en chaîne qui se sont succédés, l'augmentation des matières premières, vous y faisiez référence. Nous avons eu également la hausse des taux d'intérêt. Oui. La baisse de concours bancaires. Ah oui, il y a eu tout en même temps. Tout est arrivé en même temps et ça a fait effectivement chuter de façon. Et là, il semblerait qu'on ait quand même une reprise, d'après ce que. Une reprise est permis. Alors, permis de construire, on va parler après du contentieux, il n'y a pas de problème. Donc, permis de construire, déclaration préalable de travaux. On va juste faire, il y a les déclarations préalables de travaux, il y a les permis d'aménager. Juste en quelques mots, à quoi ça correspond? Bien, c'est ce qu'on a dit à l'instant sur les permis de construire. Le permis de construire est obligatoire à partir du moment où on atteint un certain seuil de surface habitable, donc 20 mètres carrés. Au-delà de 20 mètres carrés, c'est un permis de construire. En deçà, c'est effectivement une simple déclaration préalable. Après, nous avons le permis d'aménager qui, lui, a vocation à gérer l'occupation de plusieurs lots. Ce qu'on appelait avant les lotissements. Oh, tout à fait. Voilà, ce qu'on appelait avant les lotissements. Les programmes d'ensemble. Exactement. Lorsque nous avons plusieurs, et vous pouvez avoir vous avez un permis d'aménager, et ensuite, derrière, le permis d'aménager va autoriser la création de plusieurs lots, 3, 4, 5 lots, et ensuite, on aura un permis de construire. D'accord. Alors ça, donc on ne rentrera pas dans ces détails aussi. Et petit rappel, les déclarations préalables, vous y avez droit aussi quand vous faites une modification de votre façade, quand vous voulez construire une annexe à votre maison, un garage, une piscine, un apprenti, voilà tout. Exactement. C'est ce que vous disiez en début d'émission, c'est-à-dire que le permis de construire devient de fait un
un sujet qui est connu de quasiment tous les Français. Tous les Français. Parce qu'on est confronté... quand on est propriétaire. Hein. Quand on est propriétaire ou parce qu'on est voisin d'une opération. Oui, tout à fait. Ou parce qu'on est voisin. Alors, le sujet du jour porte sur le contentieux des permis de construire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion de contentieux et quels sont les différents types de recours, le recours gracieux, le recours contentieux, bien sûr, devant quel juge on va et comment ça marche, les délais, et est-ce que ça coûte cher? Alors, allez-y, Christophe Laurent. Dans l'ordre, effectivement, le contentieux, ce qu'on appelle le contentieux au sens large du permis de construire, regroupe différents recours, c'est-à-dire le recours gracieux et le recours contentieux à proprement parler. On les distingue toujours parce que moi j'ai pour habitude dans mon activité d'urbaniste, d'avocat en droit de l'urbanisme, si je suis saisi par un voisin qui s'oppose à un projet, je suis amené dans un premier temps à régulariser un recours gracieux. Voilà, donc c'est devant l'autorité qui a signé le... Tout à fait, qui a délivré l'autorisation. Le maire, voilà. Le maire. Donc on forme ce recours gracieux, on a un délai effectivement qui est assez strict, puisque c'est 2 mois à compter du premier jour de l'affichage du permis de construire sur le terrain. Sur le terrain ou en mairie, non ? Non, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. D'accord. Auparavant, on avait cette notion d'affichage en mairie, mais ça a été supprimé parce que c'était très très piégeant pour les particuliers. Ils n'avaient pas nécessairement connaissance du permis. Un conseil à nos auditeurs qui vont poser un permis, faites constater le dépôt de l'affichage sur votre terrain parce que ça peut être source d'ennui après. Hein. Alors, effectivement, c'est un conseil très judicieux, c'est le fait de faire constater par un commissaire de justice, anciennement les huissiers de justice, qui va intervenir 3 fois sur le terrain, au début, le premier jour de l'affichage, après une période d'1 mois et après une période de 2 mois, pour constater l'affichage continue durant cette période de 2 mois. Et visible de la voie publique. Et visible depuis la voie publique. Si mes souvenirs sont bons. C'est tout à fait. Vos souvenirs sont donc, justes. le recours gracieux devant le maire, c'est-à-dire qu'on lui fait un courrier, monsieur ou madame le maire, mon voisin, nanana, a obtenu un permis sur telle parcelle, etc., etc. Je conteste cette autorisation. Exactement. Parce que tatati tatata. Le recours gracieux n'est pas soumis à un formalisme particulier. On a parfois des recours gracieux qui sont une simple lettre. C'est une simple lettre adressée au maire dans laquelle on lui demande de retirer cette décision qu'on estime illégale pour tel ou tel motif, qui peut être parfois des motifs qui ne sont pas en lien avec les règles d'urbanisme. Et ensuite, dans un second temps, s'il y a un recours contentieux. Alors, c'est intéressant cette mécanique du recours gracieux parce que on dit que le recours gracieux permet de préserver le délai du recours contentieux. C'est-à-dire ? Alors, l'explication est la suivante. Vous avez 2 mois donc pour attaquer un permis. 2 mois. Ouais, ça c'est 2 mois. Dans tous les cas. Dans tous les cas, on a 2 mois pour attaquer un permis. À partir de la date de la signature du permis. Exactement. À partir du premier jour d'affichage. À partir du premier jour de l'affichage du permis sur le terrain. Pour attaquer, donc c'est avant que le permis ne soit délivré. Non, je ne comprends plus. Une fois que vous m'avez perdu là. Une fois que le permis est délivré. D'accord, voilà. Une fois que le permis est délivré. Le bénéficiaire du permis va l'afficher sur son terrain. C'est ce qu'on disait à l'instant. À partir du premier jour, les voisins ont un délai de 2 mois pour attaquer. Ce n'est pas à partir de la signature du permis, c'est à partir de l'affichage comme nous l'avons. Tout à fait. Très bien. À partir de l'affichage. Et ce délai de 2 mois, c'est court, mais le recours gracieux doit être formé dans le délai de 2 mois. Si on forme un recours contentieux, il faut le former également dans le délai de 2 mois. Mais si on forme un recours gracieux d'abord... Ça prolonge. Exactement. C'est-à-dire que l'autorité territoriale va avoir un délai de 2 mois pour répondre à ce recours gracieux. Et si elle ne répond pas, ou si elle répond de façon négative, eh bien, j'ai de nouveau un délai de 2 mois pour engager un recours contentieux devant le juge. Cette fois, le tribunal administratif. Le tribunal administratif. Et pour nous, c'est Grenoble. C'est Grenoble, exactement. C'est Grenoble. C'est le théâtre Grenoble. Écoutez, maître Christophe Laurent, c'est passionnant, cette émission sur le contentieux des permis de construire. On va faire une première pause, parce qu'on en a déjà dit beaucoup. L'urbanisme, c'est ça. Il y a plein de choses. Il y a plein de subtilités. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un bon avocat. Et vous êtes là pour tout nous dire. On marque une pause musicale. Je crois que vous avez choisi le titre, je crois. Tout à fait, j'ai eu cette chance-là de pouvoir. C'est un privilège. C'est un privilège. Écoutez, on écoute et on revient après, toujours en direct dans la Voix du Barreau, avec Christophe Laurent, avocat à Chambéry. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB.
La Voix du barreau. Vos droits à la portée de tous avec des avocats, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. De retour en direct à 13h23 en ce lundi 2 juin, premier lundi du mois. Donc, c'est le rendez-vous mensuel de la Voix du barreau en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry. Et nous parlons aujourd'hui avec Maître Christophe Laurent, avocat à Chambéry, du contentieux des permis de construire. Aïe, 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 sujet vaste quand même, hein. Vaste sujet et sujet passionnant. Et sujet passionnant, tout à fait. Alors, on a parlé dans une première partie un peu de propos introductifs pour nous emmener vers le droit de l'urbanisme, le droit de l'occupation des sols. Et on a parlé aussi du contentieux des permis de construire. On a expliqué la différence entre le recours gracieux devant l'autorité qui a délivré l'autorisation, donc le maire, et ou parfois le préfet. Hein. Ça peut être le préfet aussi dans des cas très précis. Hein. Dans des cas limités. Et le recours contentieux, donc devant le juge administratif, devant le TA, devant le tribunal administratif. Et pour nous, ici, c'est le tribunal administratif de Grenoble. Vous vouliez compléter un peu en disant attention de ne pas causer une irrecevabilité pour un manque flagrant. Oui, que ce soit au stade du recours gracieux ou du recours contentieux, le législateur nous a imposé une obligation de notification du recours, de la copie du recours aux bénéficiaires de l'autorisation concernée. Donc au stade du recours gracieux, dans les 15 jours du dépôt du recours gracieux auprès de la commune, il faut le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception aux bénéficiaires du permis. D'accord, donc voilà, il faut annoncer qu'on est en train de faire un recours contre son voisin. Exactement, il faut lui envoyer la copie de ce recours. D'accord. Et ce, sous peine d'irrecevabilité, à la fois du recours gracieux et du recours contentieux qui serait exercé plus tard. Piste de forme. Exactement. C'est une irrecevabilité. Tout à fait, donc voilà, c'est quand même bête. Et donc il faut bien faire tout ça. Donc le contrôle du juge administratif, on a dit que c'est un recours devant le TA. Est-ce que c'est long ? Alors, les délais étaient particulièrement longs auparavant, mais ils ont été bien réduits. Là encore, sous l'impulsion du législateur et des pouvoirs publics, dans une démarche un petit peu globale qui vise, j'ouvre les guillemets, à lutter contre les recours abusifs. Voilà. On en parlera tout à l'heure, ouais. Des recours abusifs. Et de ce fait, on a notamment imposé, alors on n'a pas imposé puisque c'est incitatif dans le code de l'urbanisme, on demande au juge administratif de se prononcer dans un délai de 10 mois. 10 mois. Sur un recours contentieux. D'accord. Ce qui est particulièrement bref. Hein. Bien sûr. Devant la juridiction administrative, je vous assure que c'est particulièrement bref par rapport à d'autres contentieux. D'accord. Mais voilà. Est-ce qu'il faut un avocat ? Est-ce que la constitution d'avocat est obligatoire ou pas ? Et non, ce n'est pas une obligation. Le recours pour excès de pouvoir est ouvert aux particuliers. Voilà, donc on peut simplement prendre sa plus belle plume et envoyer donc un courrier au président du tribunal administratif en disant je fais un recours contre mon voisin parce que. Exactement, je vous demande d'annuler le permis de construire concerné. Mais l'exercice a quand même ses limites puisque c'est un contentieux qui est technique. Oui, tout à fait. Et le droit de l'urbanisme est lui-même particulièrement technique. Tout à fait. Est-ce que ça coûte cher, un recours devant le TA ? Vous savez, d'une façon générale, si vous avez déjà entendu d'autres confrères dans d'autres domaines, les honoraires de l'avocat sont libres. Oui. Ils sont liés à plusieurs critères. Si on fait un recours simple sans avocat devant le TA, là, ça ne coûte rien. Si vous ne prenez pas l'avocat, il n'y a pas de frais. Il n'y a même pas de timbre fiscal devant la juridiction administrative. Donc, feu vert, quoi. Oui, mais il peut y avoir quand même une petite sanction. C'est-à-dire que si votre recours est jugé comme étant abusif, le juge administratif peut vous sanctionner à verser notamment une somme à la partie adverse, aux bénéficiaires du permis et à la commune pour les indemniser des frais d'avocat qu'ils ont été contraints d'engager. Alors, on dit tout le temps en droit que pour agir, il faut avoir un intérêt. Si on n'a pas d'intérêt à agir, on ne peut pas le faire. Lorsqu'un permis de construire est délivré, est-ce que n'importe quel citoyen peut former un recours ou est-ce qu'il faut être un voisin mitoyen ? Comment ça marche tout ça ? Quel est l'intérêt à agir dans ce cas-là ? Alors, il faut effectivement, c'est impératif. Il faut justifier un intérêt à agir. C'est le code de l'urbanisme qui le prévoit.
toujours dans cette lutte contre les recours dits abusifs, le législateur a notamment écarté de façon quasi totale les possibilités d'action des associations, puisque pour qu'une association soit déclarée recevable à intervenir, à faire un recours contre un permis de construire, il faut que ces statuts aient été déposés en préfecture au moins 1 an avant l'affichage en mairie de la demande du permis de construire. Et, oui. Donc, de facto, ça ruine toute. Et par exemple, dans le cas d'une association de défense de l'environnement ou de la biodiversité qui va attaquer un permis parce que c'est proche du terrain qui est lui-même sauvegardé, comment ça marche là? Pareil, les associations. S'agissant, par exemple, si vous faites référence à des associations de défense de l'environnement qui, elles, existent depuis de nombreuses années. Voilà, d'accord. Là, elles auront un intérêt à agir. Dès lors que leur statut leur confère cette qualité, eh bien, c'est dans l'objet social de l'association, elle aura un intérêt à agir puisque ces statuts seront, par définition, Donc, n'importe quel voisin qui habite déjà sur le terrain, j'habite sur mon terrain, le terrain à côté est libre, a été acheté et il y a un projet de permis de construire, je peux donc agir contre ce projet. Alors, oui, effectivement, si vous êtes le voisin du projet concerné, vous avez en théorie un intérêt à agir. Vous avez je dis en théorie parce que, là encore, le code de l'urbanisme vise une condition très précise. Il faut pouvoir justifier de ce que le projet va affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Oui. Et le juge administratif va exercer un contrôle sur ces différents critères pour apprécier si, oui ou non, effectivement, le projet concerné est de nature à porter atteinte à vos conditions de jouissance. Par exemple, le bâtiment va être haut, donc il va vous cacher la vue. Exactement. Ou il va vous créer des nuisances, qu'elles soient environnementales ou qu'elles soient même personnelles. Voilà. Et donc, on agit quand même. On agit quand même, mais encore une fois, il faut vraiment faire cette démonstration devant le juge administratif de ce que quelles sont exactement ces atteintes. Et on voit parfois, souvent, je ne sais pas, mais on le voit parfois, en tout cas, des juges administratifs rejeter des requêtes comme étant irrecevables au motif, effectivement, que l'intérêt à agir n'est pas suffisamment caractérisé. D'accord. Et l'intérêt à agir, je crois qu'il se prend au jour où l'autorisation est venue. Je sais pas, il y avait quelque chose comme ça. Là, vous m'en avez parlé. C'est ça. Tout à l'heure. L'intérêt à agir doit s'apprécier le jour où l'autorisation d'urbanisme est délivrée. Le jour où l'autorisation d'urbanisme est délivrée. Donc, effectivement, il peut y avoir un intérêt à agir qui arrive là et qui n'existait pas avant. Exactement. Ouais. D'accord. Alors donc, on agit dans le cadre d'un contentieux sur un permis de construire qui a été délivré à son voisin, par exemple. Et on parle souvent de la lenteur de la juridiction administrative. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le recours contentieux devant le TA, c'est 10 mois. Est-ce que c'est vrai aussi donc pour les permis de construire? Et si une fois que le TA a pris son arrêté, où est-ce qu'on va après en deuxième instance? Alors, parmi les moyens effectivement qui ont conduit à rythmer le contentieux des permis de construire, il y avait cette notion de 10 mois là qu'on a rappelé tout à l'heure, ce délai incitatif, mais le juge administratif a tendance vraiment globalement à respecter ce délai, s'y emploie en tout cas. Ensuite, on a d'autres moyens également qui ont conduit à essayer de freiner un peu la lenteur, si on peut dire. C'est un peu contradictoire, mais en tout cas à freiner les recours eux-mêmes. Il y a toujours cette logique derrière. De toute façon, si la justice est lente, c'est parce qu'il y a plus en plus de dossiers à traiter. Donc là, c'est un autre moyen, c'est ce qu'on appelle la cristallisation des moyens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le juge administratif dit stop, vous ne pouvez pas soulever de nouveaux moyens, parce que c'était un petit peu le jeu auparavant, un jeu un peu pervers, mais qui consistait à soulever des moyens nouveaux à chaque réponse. Ouais. Donc, ce qui conduisait à allonger considérablement la procédure. Donc ça, c'est pareil, c'est supprimé. Donc vous avez ça. Et puis vous avez fait référence à l'appel. Auparavant, nous avions la possibilité de former un recours devant la cour administrative d'appel de Lyon. De Lyon.
Ce qui est le cas en matière, quasiment dans toutes les matières de droit public. Et ça a été le cas pour les permis de construire, notamment. Et là encore, le législateur s'est dit, là, il y a encore un moyen, peut-être, pour éviter des recours, pour en tout cas limiter la durée de ces recours. C'est-à-dire que dans un nombre dans un secteur géographique de plus en plus étendu, on supprime ce droit d'appel devant la Cour administrative d'appel de Lyon. Donc maintenant, c'est directement le Conseil d'État. C'est le Conseil d'État. D'accord. Mais on a supprimé un degré de juridiction. Et pour autant, ça a été jugé conforme à la Constitution. D'accord. Mais ça, en tout cas, c'était vraiment un élément à avoir à l'esprit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Il n'y a pas de filet devant la Cour administrative d'appel de Lyon. D'accord, oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est directement le Conseil d'État à Paris. Exactement. Et là, au niveau des coûts, c'est un petit peu plus cher. Hein. Ah ben alors là, parce que seuls les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont habilités à représenter les citoyens devant cette juridiction. Donc, d'accord, qui est la plus haute juridiction administrative française. Hein. Exactement. Voilà, le Conseil d'État. Alors vous nous avez parlé tout à l'heure des recours contre les permis de construire abusifs. Et on dit que parfois ils sont trop abusifs. On va taquiner un peu le voisin parce qu'il va construire à côté de chez soi. Voilà, si le terrain côté est constructible, ça arrive. Qu'en est-il du caractère abusif de ces recours, Christophe Laurent, avocat à Chambéry? Écoutez, cette notion existe. Hein. C'est une certitude qu'il y a des recours qui peuvent sembler abusifs, qui peuvent l'être. La jurisprudence a fourni un certain nombre d'exemples, mais en matière effectivement de permis de construire, le législateur, là encore, il a voulu tenter de limiter ces recours qu'on pense abusifs. Il y a un article au Code de l'urbanisme, l'article L600-7, qui précise qu'on peut demander au juge administratif, par un mémoire distinct, de condamner celui qui a fait le recours, l'auteur du recours, le requérant, on appelle nous le requérant, peut le condamner à verser des dommages et intérêts aux bénéficiaires du permis. Alors, ça, le texte est très bien fait. Le texte est très bien fait, il dit tout ce qu'il faut dire. La question, c'est celle de la mise en pratique. Elle est particulièrement rare. Alors, au départ, les promoteurs se sont emparés du texte en faisant délivrer à celui qui avait fait un recours gracieux, par exemple, une sommation, en tout cas par la voie d'un huissier de justice, d'un commissaire de justice maintenant, en lui disant de délivrer une sommation, en lui disant attention, vous avez fait un recours gracieux, ce recours gracieux est susceptible de générer des préjudices très lourds, je vous précise que je solliciterai votre condamnation à nous verser 1 million de dommages et intérêts. D'accord. Pour tenter justement d'effrayer un petit peu le requérant particulier. Mais lorsqu'on examine ensuite la jurisprudence, le juge administratif accorde très rarement des dommages et intérêts. D'accord. Très très rarement. Les hypothèses sont quasiment d'école. J'en ai une en tête, je sais pas la date de l'arrêt, mais j'en ai une en tête. Vous avez un commerçant dans une zone commerciale qui va attaquer le permis de construire d'un de ses concurrents. Et là, oui, effectivement, c'est jugé abusif parce qu'on sait très bien. Donc la cause l'objectif, n'est pas l'urbanisme. Non, exactement. L'objectif est clairement de retarder au maximum un projet parce que ça va créer de la concurrence et ça, le juge, effectivement, va être amené à le sanctionner. Alors, vous voyez qu'on est dans des hypothèses quand même un petit peu... Oui, tout à fait, oui, qui sont... bien particulières. Justement, Christophe Laurent, vous qui êtes avocat dans ce domaine, quels sont les moyens les plus usités par les requérants pour déposer un recours? Est-ce que c'est le fait du bruit qui va être créé, de la vue qui va être gâchée, de la tranquillité qui s'en va? C'est quoi? Ou alors c'est même sur le projet, la maison est trop haute, ça va pas? Alors, je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. On a parlé tout à l'heure de l'intérêt à agir, et là, dans le cadre de l'intérêt à agir, effectivement, ce sont quasiment tout le temps les mêmes moyens qui reviennent. C'est-à-dire qu'il faut justifier de l'atteinte que ce projet va me porter en termes de vue, en termes de nuisances sonores, en termes de véhicules, de circulation, de stationnement. Tous ces critères-là sont quasiment toujours les mêmes parce que je justifie de mon intérêt à agir par ce biais-là, par ces moyens. Ensuite, autre chose est la légalité de la décision elle-même. C'est-à-dire que la légalité de la décision, elle va ensuite s'articuler sur, le respect des dispositions du PLU, du plan local d'urbanisme dont on a parlé tout à l'heure. Effectivement, ça peut être en termes de hauteur, ça peut être en termes de prospect, en termes de couleur, Tout est envisageable dès lors qu'il y a un manquement
aux règles d'urbanisme visées dans le plan local d'urbanisme. Et s'il n'y a pas de plan local d'urbanisme, eh bien, dans le règlement national d'urbanisme. Et est-ce qu'on peut faire simplement le recours contre le propriétaire du permis de construire, ou même juste contre le maire qui a donné l'autorisation, sans embêter le voisin, pas faire de recours contre le dépositaire du permis, mais contre l'autorité qui a délivré le permis? Alors, c'est un peu plus subtil que ça, en ce sens que quand vous attaquez un acte, et nécessairement, de toute façon, voilà, vous attaquez l'acte délivré par l'autorité territoriale, par la commune. Donc c'est la commune qui est en première ligne, en théorie, pour défendre à ce recours. Mais le bénéficiaire du permis, ce qu'on appelle le pétitionnaire, lui, nécessairement est attrait devant la juridiction, parce qu'il a un intérêt, lui, majeur à venir défendre également ce permis de construire. Donc le requérant se retrouve opposé finalement à deux adversaires, la commune nécessairement et le bénéficiaire du permis. Et les bénéficiaires. Encore une petite question. Les dossiers d'urbanisme, est-ce qu'ils sont consultables par tous en mairie ou pas? Voilà, mon voisin sur la parcelle dépose un permis. Est-ce que je peux aller en mairie demander à voir le dossier d'instruction en permis ou à l'interco, quoi? Bien sûr, c'est un droit fondamental. C'est le droit de la communication, de l'accès aux documents administratifs. Et tout citoyen a le droit, effectivement, de se voir délivrer une copie même du permis, du dossier de permis de construire qui est concerné, bien sûr. Alors, je me rappelle, il y a un temps, il fallait, je crois, que la demande de permis soit passée en commission urbanisme et qu'elle soit vue déjà par les élus avant de pouvoir être communiquée à un simple citoyen. Mais je vous parle de ça, il y a peut-être... Non, Non, parce que les secrétaires de mairie... qui sont en première ligne, en première ligne avec les citoyens, délivrent ces actes qui sont communicables, et donc ils doivent être communiqués, c'est même une obligation. Voilà, c'est l'obligation d'information. On va marquer la deuxième pause musicale dans cette émission qui en fait est plus complexe qu'on ne le croit, parce que nous là c'est vrai qu'on bavarde un peu, mais c'est complexe, c'est technique, et je crois que la meilleure chose à faire quand on a un recours à faire, c'est d'aller voir un avocat quand même. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire. N'oublions pas aussi le rôle des architectes conseils maintenant, dont les consultations sont gratuites. Alors c'est très bien pour son propre permis, parce qu'on va faire un permis qui soit conforme aux règles d'urbanisme, mais c'est bien aussi d'aller voir en disant voilà, mon voisin fait ça, est-ce que c'est normal? Et cet architecte conseil peut dire oui, c'est tout à fait normal, c'est pas la peine d'intenter un recours. Oui, mais l'architecte conseil, s'il a accompagné le bénéficiaire du permis, il ne va pas se déjuger intérieurement. Donc, avoir un avocat, on a bien compris. Deuxième pause musicale dans La Voix du Barreau. Et puis ensuite, on va terminer tranquillement ce contentieux des permis de construire qui est le thème du mois. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. La Voix du Barreau. Vos droits à la portée de tous avec des avocats, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Et c'est déjà la dernière partie de cette émission mensuelle La Voix du Barreau, en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry et le bâtonnier Daniel Cataldi, que nous saluons bien sûr. Toujours en direct avec Maître Christophe Laurent, avocat spécialisé en droit public, en droit de l'immobilier, en droit de l'urbanisme. À Chambéry, nous parlons du contentieux des permis de construire. Vaste sujet, comme on disait, et avec plein de subtilités, avec plein de particularités, avec plein de petites cases que l'on ne lit pas tout de suite. Et donc, on a déjà pas mal parlé, hein. On a déjà évoqué un certain nombre de points. C'est vrai que ce que nous disions hors antenne était parfaitement juste, c'est-à-dire que c'est un contentieux qui est très technique. Et donc il est difficile de rentrer dans le cœur même du contentieux, et que je pense qu'il est intéressant justement d'avoir ce balayage là comme nous faisons aujourd'hui. Un survol un peu. Exactement. Et ne pas oublier que on peut faire un recours seul devant le tribunal administratif, mais il faut quand même avoir des billes, il faut avoir des munitions, quoi, parce que comme c'est technique et tout, il faut avoir soit des connaissances en urbanisme qui soient très poussées, soit prendre un avocat. Mais ça, vous pouvez pas le dire, vous.
C'est difficile, mais oui, effectivement, il faut avoir des moyens, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, il faut soulever il faut les que ce soit moyens. sérieux, hein. Il faut que exactement. le recours soit sérieux. Qu'est-ce qu'on peut dire du lien qui peut exister entre les permis de construire et les troubles du voisinage? C'est un rapport intéressant qui existe entre les permis de construire et le trouble de voisinage. On dit, et les autorisations d'urbanisme le disent systématiquement, elles sont toujours délivrées sous réserve du droit des tiers. Cette notion est fondamentale puisque vous pouvez avoir une construction qui soit parfaitement régulière en termes d'urbanisme, qui respecte la zone, qui respecte le secteur, qui respecte les règles du PLU en termes de hauteur, etc., mais qui soit source d'un préjudice conséquent pour le voisinage. Et alors même qu'on a une construction qui est parfaitement légale, qui ne pourra pas être attaquée dans le tribunal administratif, ou qui respecte le PLU, qui est conforme. Recours qui sera rejeté d'ailleurs par la juridiction administrative en disant mais ok, peut-être que vous avez un préjudice, mais ce n'est pas cela que je juge. Moi, juge administratif, je juge uniquement de la régularité de ce permis. Mais la construction en cause va elle-même générer un préjudice important. Et donc là, on va tomber sur ce qu'on appelle sur cette théorie des troubles de voisinage. Je dis théorie parce que c'est exactement le cas. Il s'agit d'une création prétorienne, on dit, donc une création des juridictions. Et la formule qui est employée dès l'origine par la Cour de cassation lorsqu'elle a mis en œuvre ce principe, c'est que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Donc voilà, d'où ce nom de théorie des troubles anormaux de voisinage qui vous permet d'aller saisir le juge civil, cette fois non plus le juge administratif, donc d'aller saisir le tribunal judiciaire. Ça devient complexe là. Oui, les deux ordres de juridiction que nous avons en France, nous avons cette particularité d'avoir deux ordres de juridiction, un ordre administratif et un ordre civil. Et là, cette fois, ça sera devant le juge judiciaire, donc devant le tribunal judiciaire. D'accord. Que vous allez pouvoir saisir pour demander, le cas échéant, des dommages et intérêts. Il faudra bien sûr démontrer que la construction vous crée un préjudice important parce que il y a une perte conséquente d'ensoleillement, parce qu'il y a une perte massive de vue ou d'autres nuisances. Non mais ça c'est super important ce que vous êtes en train de dire là, parce que voilà, ce n'est pas un recours là devant le TA, puisqu'on répète encore une fois le dossier de permis est parfait, il est tout à fait conforme au droit de l'urbanisme, au PLU, au règlement, mais par contre pour vous il pose un problème malgré sa légalité. Exactement, sa légalité au regard des règles d'urbanisme n'est pas en cause, mais il crée un préjudice spécifique. Et comment on prouve ça? Il y a beaucoup de moyens. Ça peut être simplement des attestations, mais la plupart du temps, lorsqu'on a ce type de problématique, on fait appel à un expert en droit immobilier qui vient vous faire un diagnostic en termes de perte d'ensoleillement, de perte de vue, ou en termes de perte de valeur vénale de votre bien, puisque bien sûr, si votre maison se trouve tout d'un coup plongée dans l'obscurité parce qu'il y a un immeuble qui s'est dressé à côté, parce que les règles d'urbanisme ont changé, eh bien vous allez perdre de l'argent et donc vous subissez un préjudice. Vous pouvez à cette occasion-là demander des dommages et intérêts. Et quel est le délai de recours là? Là, on rentre sur un délai de 5 ans. C'est la prescription quinquennale, le délai de droit commun. Donc on peut encore faire le recours quand le bâtiment est terminé. De toute façon, c'est là qu'on va constater, hélas. Par définition, c'est à ce moment-là qu'effectivement, les nuisances vont être avérées. Oui, tout à fait. Et donc là, c'est devant le tribunal judiciaire qui regroupe les TGI et les TI d'avant, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance. Donc là aussi, il faut un avocat. Alors là, devant le tribunal, par contre, vous avez l'obligation de prendre un avocat. La constitution d'avocat est obligatoire. Christophe Laurent, il nous reste encore quelques minutes pour terminer ce cours de droit du contentieux des permis de construire. Un petit cas pratique, qu'on pourrait vous soumettre. Vous nous avez dit tout à l'heure que depuis 1943, depuis le 15 juin 1943, donc on est sous le régime de Vichy, c'est l'État français, il faut un permis quand on veut construire un bien immobilier. Quid du fait qu'un bâtiment soit antérieur à 1943, et il y a énormément de maisons encore que l'on connaît tous, dans lesquelles même on habite, qui datent d'avant 1943, donc qui n'a pas donné lieu à un permis de construire.
Est-ce qu'on peut néanmoins avoir un contentieux par rapport à ce bien? Christophe Laurent. Oui, c'est effectivement une question qui est intéressante que j'ai eu à traiter sur un bâtiment effectivement antérieur à 1943, et le contentieux va se nouer d'une façon un peu singulière puisque le bâtiment concerné a été détruit. À la suite d'un sinistre, ce bâtiment a été détruit et donc il va être reconstruit. Donc il datait avant 1943. Il est censé dater d'avant 1943. Et donc, je vais solliciter, enfin, le propriétaire va solliciter un permis de construire, parce que même si il reconstruit à l'identique, on parle dans ce cas-là de reconstruction à l'identique, il va solliciter un permis de construire qui va lui être délivré, puisque c'est une reconstruction à l'identique, et dans ce cas de figure très particulier, eh bien, on n'a pas la nécessité de respecter les règles d'urbanisme actuelles. D'accord. Si on reconstruit à l'identique. Identique, oui, mais comment on prouve si le bâtiment est brûlé? Par des photos, par des... Exactement. C'est toute la subtilité, c'est-à-dire qu'il faut réussir à remonter le fil de l'histoire par des photographies aériennes. Des témoignages? Par des témoignages, par toutes sortes d'éléments qui vont venir justifier le fait que je n'ai pas eu de permis de construire initié à l'origine. Et la charge de la preuve est bien sûr sur le requérant, hein? Et bien sûr. Alors, le requérant, lui, ce qu'il va prétendre, il va prétendre que la construction n'était pas régulière. Il va dire, vous avez obtenu un permis de construire de reconstruction identique. Ça devient subtil, là. Eh oui, mais lui, c'est ce qu'il va tenter de soutenir, quoi. Oui. Et le bénéficiaire du permis va dire, mais non, mon bâtiment datait bien d'avant 1943, il faut que je puisse le prouver, effectivement. Oui. Ce qui n'est parfois pas chose facile. Oui, bien sûr. Prouver que le bâtiment date avant 1943, eh bien, ce sont encore une fois, c'est un faisceau d'indices, hein, parfois. On joue sur un faisceau d'indices. Les matériaux utilisés peuvent rentrer en ligne de compte pour justifier de ce que ces matériaux n'étaient plus du tout utilisés à partir d'une certaine époque. Ça peut être, effectivement, vous l'avez dit très justement, des témoignages. Et le Graal, c'est les photographies aériennes. Les photographies, oui, tout à fait, oui. Les cartes postales, etc. Exactement. Et donc, que se passe-t-il? Redites-nous un peu, là. Alors, on a eu dans ce contentieux une affaire, donc moi j'étais le conseil du bénéficiaire du permis. Le requérant va attaquer ce permis de construire devant le tribunal administratif, et parallèlement à ce recours au fond, il va faire ce qu'on appelle un référé suspension. On n'en a pas parlé, c'est un petit peu technique. Ah oui, non, voilà. Là, on rentre dans la procédure. Le référé suspension permet de faire suspendre une autorisation d'urbanisme avant qu'elle soit tranchée sur le fond. Il faut répondre à un certain nombre de conditions, notamment 2 conditions. Il faut justifier, là encore, bien sûr, d'un intérêt à agir. Et dans cette hypothèse-là, le juge des référés va considérer que le requérant n'avait pas d'intérêt à agir parce que la construction, c'est une reconstruction à l'identique, qu'il existait déjà un bâtiment auparavant. Ce même bâtiment va être recréé. Et donc, il ne peut pas justifier d'une atteinte particulière à ces conditions de jouissance, d'occupation de son bien. Le juge administratif a suivi mon argumentation sur ce plan-là et a considéré que ce recours était irrecevable. Le requérant, qui était tenace, a saisi le Conseil d'État, puisque les ordonnances de référé ne peuvent faire que l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, lui, va considérer sur un motif de texte, de pur texte, que, le juge des référés avait commis une mauvaise appréciation, dans la mesure où le texte, on l'évoquait tout à l'heure, nous précise bien que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Et, en l'espèce, au jour de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, le bâtiment était détruit. D'accord. Et donc, il n'existait plus. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il fallait se situer. Et à ce moment-là, il avait bien intérêt à agir parce que c'était le voisin. La subtilité de notre droit français. Et voilà. Et simplement, juste pour terminer, je vous en prie. Le Conseil d'État s'est emparé néanmoins du dossier et sur le fond a considéré qu'il n'y avait pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, ce qui nous fait penser que ce dossier devrait connaître une issue favorable. Mais je n'ai encore pas le sort définitif. Nous n'irons pas plus loin. Christophe Laurent, il nous reste quelques secondes, quelques petites minutes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore? Est-ce qu'il y a un point que vous voulez évoquer sur ce contentieux des permis de construire? Une règle particulière, un point particulier? Écoutez, je crois que c'est vraiment sous cet angle de la recevabilité qu'il faut être extrêmement vigilant. On voit nombre de recours qui sont malheureusement perdus parce qu'on n'a pas respecté le formalisme nécessaire. Et ça me semble être quand même
très dommage parce qu'il peut y avoir des recours qui tombent. Qui tombe et voilà. Au seul motif qu'il y a une lettre qui n'a pas été envoyée à temps. Voilà. On répète que quand on fait un recours contre une autorisation d'urbanisme, on doit en avertir par lettre commandée avec AR le bénéficiaire du permis. Donc si c'est un recours gracieux, il faut en informer le bénéficiaire du permis. On fait le recours gracieux devant la commune qui a délivré le permis et on avertit donc le bénéficiaire. Si c'est un recours contentieux, on doit le notifier aux deux. Au bénéficiaire du permis. Lorsqu'on envoie son recours au tribunal administratif, dans les 15 jours, il faut le notifier. Pareil, par lettre commandée au bénéficiaire du permis et à la commune qui a délivré cette autorisation. Merci beaucoup Christophe Laurent. Il y aura bien sûr le podcast de cette émission très prochainement sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, ce qui permettra de revenir sur des points parce que comme on dit, l'urbanisme c'est vivant, c'est concret, mais c'est technique. C'est très technique, exigeant. Et passionnant, ce que je vous disais. Passionnant pour vous. Merci en tout cas, Christophe Laurent, d'avoir été le partenaire du mois dans cette émission La Voix du Barreau, donc en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry. Bon après-midi à toutes et à tous. Il est 13h57. Maintenant, c'est la playlist musicale de Radio Grand Lac. On salue encore une fois tous les nouveaux auditeurs qui nous suivent grâce au DAB+, depuis le 12 mai dernier, donc sur un territoire beaucoup plus grand en Savoie, en Haute-Savoie, dans l'Ain, dans l'Isère, etc., etc. Merci pour votre plongeon avec nous dans le grand bain de la vie locale. Christophe Laurent, bon après-midi, puis merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. La radio locale pour vous, c'est Radio Grand Lac.